19h45, la Barry Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 6 mars 2024. Les chefs d'état-major des armées des pays membres de l'AES tiennent depuis ce jour une réunion. La première du genre au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Une conclave qui vise à peaufiner des engagements sécuritaires communs pris lors des rencontres ministérielles des États membres de l'AES. Le résumé de cette première réunion, c'est avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Conforter les échanges afin de pouvoir relever efficacement les défis sécuritaires, voilà l'objectif affiché à travers cette rencontre des chefs d'état-major général des armées des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Après l'accueil et l'installation des délégations, le chef d'état-major des armées du Niger a dans son discours d'ouverture précisé l'importance de la sécurité, le rôle qui est le leur et les avancées notables enregistrées face aux fléaux sécuritaires. Conscient qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, et que la mission principale de nos armées consiste essentiellement à la défense opérationnelle de nos territoires respectifs, il nous revient alors cette lourde responsabilité de garantir la paix et la stabilité dans nos pays. Les récentes attaques des groupes armés terroristes dans la zone du Liptako-Gourma, et plus particulièrement celles exercées contre les populations civiles, continuent d'endeuiller nos paisibles citoyens. Le contexte sociopolitique actuel, caractérisé par la recherche de la souveraineté de nos États, nous a amenés à une communauté de destin. De ce fait, nous devons impérativement coopérer pour relever les défis sécuritaires. Ceci permettra de créer les conditions d'un développement harmonieux d'intégration de nos communautés, de garantir notre indépendance réelle et de préserver notre dignité dans le concert des nations. Chers participants, en dépit de toutes ces menaces auxquelles nous faisons face, il convient de noter une avancée significative que nous engrangeons dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Afin de maintenir cette accalmie relative constatée dans notre espace commun, nous devons dès à présent œuvrer pour mettre en place une stratégie efficace et efficiente permettant de contenir toutes sortes de menaces. Il s'agira principalement à travers cette rencontre d'examiner les propositions et recommandations faites par les experts et ministres à l'effet de les perfectionner. La rencontre d'aujourd'hui servira de plateforme pour examiner les propositions et recommandations faites par les experts et les ministres de nos pays respectifs pour, in fine, aboutir à un schéma de force à générer pour la sécurisation du territoire de l'Alliance des États du Sahel. Je demeure convaincu qu'à l'issue de nos échanges interactifs, un concept des opérations cohérent et adapté aux exigences de la conflictualité de notre espace sera soumis à la hiérarchie pour validation. Ainsi, pour rappel, depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, plusieurs rencontres et concertations ont été observées dans le but de déterminer un avenir commun aux États membres dans une collaboration fructueuse face aux défis qui sont communs. L'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur ANAQ-SUP a tenu ce jour, mercredi 6 mars, sa première session du conseil d'administration à la direction de recherche et de l'innovation technologique. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Le compte rendu de Hassan Saleh et Moustapha. Améliorer la qualité des offres de formation dans les établissements d'enseignement supérieur publics et privés du Niger, c'est entre autres objectifs visés par les autorités nigériennes de créer l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur ANAQ-SUP en 2022. Depuis sa création, c'est pour la première fois que le conseil d'administration de l'ANAQ-SUP se réunit. Et ce conseil va pouvoir donc adopter le budget 2024 de cette agence, mais également valider le planning des activités
Donc pour l'essentiel, ce sont ces 2 points qui vont être examinés lors de ce conseil d'une journée. Donc il faut dire que l'agence a pour mission d'évaluer et d'accréditer donc aussi bien les offres de formation que la gouvernance des établissements d'enseignement supérieur, que ces établissements soient publics ou privés. Donc c'est un outil de l'État qui permet donc de garantir la qualité des offres de formation, mais également la gouvernance des établissements. C'est fondamental pour les pays d'avoir une structure autonome, capable donc avec des outils conventionnels, donc pouvoir donc examiner et évaluer donc l'offre au niveau de l'enseignement supérieur. Et pour cela, l'agence s'est déjà dotée de 2 référentiels, notamment un référentiel d'évaluation des offres de formation. On a plus de 300 offres au Niger, donc qui n'ont pas été du tout évaluées. Et on a également une évaluation institutionnelle. Vous savez, depuis la libéralisation de l'enseignement supérieur, il y a eu beaucoup d'établissements privés, aussi bien privés d'ailleurs que publics, qui ont vu le jour. Donc il s'agit pour nous, à travers donc, notre référentiel d'évaluation, de voir un peu le fonctionnement de ces établissements. Est-ce que ces établissements sont aux normes? Est-ce que ces établissements suivent les lignes directrices que l'État a tracées, notamment en matière de développement économique et social du pays? Le conseil d'administration de l'ANAQ-CASUP est composé de 11 membres issus de plusieurs domaines. Il y a plusieurs départements ministériels qui sont représentés. On a 11 conseillers, dont pour les institutions, il s'agit de l'enseignement supérieur. Il s'agit également de la Chambre de commerce. Il s'agit du ministère de la Jeunesse des Sports. Il s'agit également du ministère du Commerce. Il s'agit aussi du ministère des Finances. Et également d'autres structures qui sont représentées. Donc les conseillers sont tous présents. Et on a aussi des représentants de quelques personnes ressources qui ont été représentés également, notamment les recteurs des universités publiques et aussi les représentants des établissements d'enseignement supérieur privés au Niger. Cette première session du conseil d'administration de l'Agence nationale d'assurance qualité a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. La création de l'ANAQ-CASUP au Niger est motivée par le développement du secteur de l'enseignement supérieur, avec notamment l'ouverture des universités publiques dans les 8 régions du Niger. L'Institut agronomique privé Professeur Dove a organisé ce matin une visite à école, et c'est là au profit des élèves de l'Institut privé d'agriculture et de gestion des exploitations agricoles, IPAGE Niger. L'Institut agronomique privé Professeur Dove, il faut le rappeler, est la première école qui forme dans le domaine de l'agriculture. Asma Osedou, Boubacar Souley. Fidèle à sa tradition, l'Institut agronomique privé Professeur Dove a accueilli ce jour, mercredi 6 mars 2024, les élèves de l'Institut privé d'agriculture et de gestion des exploitations agricoles IPAGES pour une visite d'études, ce qui permettra à ces élèves d'approfondir leurs connaissances, mieux tisser un partenariat. Quel est l'objectif principal de cette visite organisée par l'Institut agronomique privé Professeur Dove? C'est pour permettre aux étudiants de voir toutes les commodités que nous offrons pour leur formation et ce que nous prévoyons après la formation. Aujourd'hui, nous avons organisé la visite pour dire aux étudiants, après votre bac, nous vous attendons. Nous vous attendons, mais nous voulons vous dire seulement que nous avons une place très limitée. L'Institut a juste 25 places pour la première année. Donc, et c'est une seule filière. Et c'est une façon de donner l'information à toutes les écoles, à tous les instituts qui forment dans les domaines, parce que nous comptons faire un appel à candidature au-delà du pays. Donc, le premier objectif, c'est d'abord donner l'information aux écoles qui sont au Niger. Et ensuite, nous allons voir à l'international. Mais le tout cumulé,
c'est 25 places. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les premiers bénéficiaires soient vraiment les écoles du Niger. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité l'IPAGES à venir s'enquérir de toutes les conditions pour avoir accès à cet institut. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les visiteurs qui ne cachent pas leurs sentiments. L'Institut Dove nous a tellement approfondi nos connaissances en pratique. Comme déjà à l'école, on fait les études théoriques. Maintenant, nous sommes ici pour mieux approfondir nos connaissances pratiques sur les maraîchages. Et ici à Dove, nous avons découvert beaucoup de choses, dont même à l'école. Comme on fait l'environnement, moi je fais l'environnement, je n'ai pas vu ça, seulement les agronomes qui ont vu ça. Donc c'est ici que j'ai découvert beaucoup de choses. Et si j'étais tellement émue, vu qu'il y a des trucs que je ne connaissais même pas. Nous avons eu à faire beaucoup de constats, et vraiment des constats qui sont particuliers. Et nous avons encore constaté beaucoup de choses, généralement qui vont à l'endroit de notre étude. On a vu une différence. On a visité les pépinières, on a vu les pépinières. Il y a aussi des systèmes d'irrigation qu'on a pu voir. Il y a aussi beaucoup de choses quand même pour la pratique. Nous sommes sentis intéressés par l'offre parce qu'ils se sont spécialisés uniquement en horticulture. Donc quand il nous a expliqué cela, nous nous sommes dit, en tout cas, vu que nous intervenons dans le domaine du développement rural, donc nous formons en agriculture, élevage et environnement. Donc là, c'est une occasion, c'est une opportunité qui se présente à nous. Donc c'est l'occasion aussi pour nos élèves de venir voir en fait le site expérimental de l'Institut Dove. Et à travers les visites que nous avons eu à effectuer sur l'installation, en tout cas nous sommes vraiment satisfaits des réalisations et nous sommes satisfaits aussi de la prise en charge, n'est-ce pas, et de l'accueil qui nous a été réservé par l'Institut Dove. Pour rappel, à l'Institut agronomique privé Professeur Dove, après la formation, les élèves sont suivis par l'Institut jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. Une visite guidée des différents services de l'Institut a sanctionné la journée. La consommation excessive de l'arôme est un phénomène de plus en plus préoccupant dans notre société. Cette consommation abusive est à la base de plusieurs sortes de maladies. Le reportage de Leilatou Garba et Soumaïla Abdoulaye. L'arôme est une substance utilisée pour donner du goût et de l'odeur aux aliments et consommée par la population. L'arôme, c'est un produit qui contient ce qu'on appelle des exhausteurs de goût. Des exhausteurs de goût, ça veut dire qu'il y a des substances qui permettent d'améliorer le goût et l'odeur des aliments. Donc cet arôme, parmi les éléments qu'on a dans cet arôme-là, il y a ce qu'on appelle le monosodium de glutamate. En plus du monosodium de glutamate, on a d'autres substances qui sont contenues dans des arômes. La consommation des arômes peut comporter un certain nombre de risques. Parmi les risques associés à la consommation des arômes, il y a le fait que les arômes contiennent du sel. D'après le nutritionniste Abdelrazak Bello, la consommation excessive de l'arôme a des conséquences néfastes sur la santé humaine et entraîne aussi plusieurs maladies. La consommation des arômes peut être favorable à la survenue d'une augmentation de la tension artérielle et qui peut conduire notamment à une maladie cardiovasculaire. La deuxième conséquence associée à la consommation des arômes, c'est comme je l'ai dit, l'arôme contient du monosodium de glutamate et ce composé-là est toxique par rapport à un certain nombre d'organes. On sait que la consommation du monosodium glutamate, selon certaines études, pourrait avoir un effet sur la survenue des maladies de type cancer. On a également une relation entre la consommation du monosodium de glutamate et certains troubles digestifs. C'est notamment lorsque on a
fait un recensement au niveau de certains restaurants où on a une consommation excessive de monosodium glutamate. On a remarqué qu'il y avait des troubles digestifs, la prévalence des troubles digestifs était beaucoup plus élevée. On a également la consommation excessive des arômes associée au fait que les arômes contiennent de la mauvaise graisse et ça peut être également favorable à la survenue des maladies cardiovasculaires. Donc c'est pour dire que consommer des arômes, c'est vraiment pas l'idéal pour être en bonne santé. Et du coup, l'appel que je lancerai, c'est vraiment de dire ceci. Dire que il y a la première, c'est vraiment mon premier appel, c'est à l'intention des personnes qui sont chargées du contrôle de qualité de ces arômes-là. Donc c'est vraiment pouvoir trouver une disposition où l'information parce que c'est une information qui est connue, donc c'est généralement un arôme pour un repas de 4 à 6 personnes. Ce serait de dire que les producteurs d'arômes, vraiment que cette information puisse être mise sur l'emballage. Et deuxième appel que je lancerai, c'est vraiment aux personnes qui utilisent les arômes, c'est vraiment lorsque on doit choisir un arôme, c'est vraiment de choisir un arôme où on a toutes les informations qui sont disponibles. Non seulement on a le mode d'emploi, la date de péremption, le pays de fabrication, la société qui fabrique l'arôme. Alors que sur certains arômes, à part le nom de l'arôme, on n'a aucune autre information. Il est donc essentiel de faire preuve de vigilance et de privilégier une alimentation saine et équilibrée pour éviter les risques pour la santé liés à la surconsommation d'arômes. Place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la conciliation, un sujet abordé par Nani Souley Aboubakar Siddikou. Il est magistrat. Très bonne réception à vous. La conciliation, donc, vous savez, elle est consacrée par d'abord, donc il y a la loi portant code de procédure civile, donc à ses articles 446 et 480, et qui prévoit la possibilité, en tout cas pour les juges, de faire la conciliation. Le préliminaire de conciliation, donc, il est consacré par ces articles, l'article 446 et 480 du Code de procédure civile. Puis, il y a la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle en République Niger. Il y a aussi la loi numéro 63-18 du 22 février 1963 sur la procédure à suivre devant les justices de paix. Alors, et ce qu'il faut retenir en matière de conciliation, c'est qu'en matière coutumière, donc lorsque je parle de la matière coutumière, je fais allusion par rapport à la question des divorces, la question des successions, et la question des litiges portant sur des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc toutes ces matières-là sont régies par la coutume au regard de la loi et sur l'organisation judiciaire. Donc en matière coutumière, le préliminaire de conciliation il est obligatoire, c'est-à-dire lorsque les justiciables viennent devant les juridictions et par rapport à un litige donc relevant de la matière coutumière, les juges ont l'obligation de tenter de concilier les parties, c'est-à-dire amener les justiciables à trouver un arrangement. Donc il y a une différence entre la conciliation et la décision. La conciliation, le juge il essaie d'amener les parties à trouver un terrain d'entente, à trouver un règlement à l'amiable. Et par contre, dans le cas de la décision ou ce qu'on appelle l'impérium, là le juge il tranche. Donc il tranche pour rendre une décision maintenant contre laquelle et éventuellement une des parties qui n'est pas satisfaite peut interjeter, peut exercer des voies de recours. Donc en matière coutumière, pour récapituler, le préliminaire de conciliation est obligatoire lorsque les justiciables comparaissent devant le juge et par rapport à un litige donc, qui relève donc, du droit coutumier, la loi fait obligation au juge de tenter de faire une conciliation. Et par contre, quand vous prenez la matière civile, le préliminaire de conciliation au regard des dispositions du Code de procédure civile, il n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais rien n'empêche
aux parties donc de venir devant les juges lorsqu'ils ont un litige qui relève du droit civil. Rien n'empêche aux parties de venir devant les juges pour lui demander et de tenter de faire une conciliation entre eux. Mais c'est facultatif. Voilà. Maintenant, avant d'arriver donc au pouvoir de conciliation proprement dit des juges, je voudrais quand même un peu, puisque c'est ça le thème de cette interview, je voudrais un peu qu'on parle du pouvoir de conciliation des chefs traditionnels. Alors là, vous savez, les chefs coutumiers ou les chefs traditionnels, de par la loi numéro 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger, les chefs traditionnels sont des auxiliaires de l'administration. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils sont aussi considérés de par leur statut comme étant des magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre administratif. Et la loi portant statut de la chefferie traditionnelle, en son article 18, donc, a prévu que les chefs traditionnels ont pouvoir de conciliation en matière coutumière, en matière civile et en matière de transactions foncières. Ici, lorsqu'on parle de transactions foncières, on fait allusion aux transactions portant sur des immeubles qui ne sont pas immatriculés. Lorsque l'immeuble est immatriculé, par exemple, lorsqu'il y a un acte de cession ou un écrit, donc là, ça ne relève plus donc, du droit coutumier, mais plutôt du droit civil. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par chef coutumier? Donc, toujours l'article et la loi portant statut de la chefferie traditionnelle a défini donc ce qu'il faut entendre par chef traditionnel. Au terme donc de l'article 2 du statut de la chefferie traditionnelle, on entend par chef traditionnel et les chefs des cantons, les chefs des villages, les chefs des tribus, les chefs des quartiers, des fractions, les chefs des secteurs, les chefs de groupement, les chefs de province et de sultans. Donc, au regard donc, de l'article, en tout cas, au regard des articles 2 et 3 donc, de la loi de 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle, ce sont ceux que je viens de citer là qu'il faut entendre par chef traditionnel. Et donc, de par la loi, ce sont ces chefs traditionnels là qui ont le pouvoir de faire de la conciliation en matière coutumière, en matière civile et en matière de transactions foncières. En matière civile, par exemple, lorsqu'il y a un litige, et sur la thématique qu'on a abordée la dernière fois, la question des litiges donc, entre locataires et bailleurs. Donc, de par la loi, rien n'empêche aux justiciables, avant de venir à la justice, donc, de saisir donc, leur chef de quartier pour qu'ils tentent une conciliation entre eux. Alors, et quelle sera l'issue donc de la conciliation devant le chef traditionnel? Il y a deux possibilités. Le chef traditionnel peut réussir la conciliation lorsqu'il arrive à amener les justiciables à trouver un règlement viable, à trouver un terrain d'entente, à trouver un arrangement. Il dresse ce qu'on appelle un procès verbal de conciliation que les parties vont signer, c'est-à-dire le demandeur, le défendeur, qui lui-même va signer. Donc une fois le PV de conciliation établi, il va adresser donc le PV de conciliation là à l'autorité administrative donc de son ressort et à la juridiction compétente. Maintenant, quitte à la partie donc à la plus diligente donc de saisir le tribunal compétent aux fins d'homologation, c'est-à-dire lorsque le chef traditionnel arrive à trouver un arrangement, arrive en tout cas à réussir la conciliation, il dresse le procès verbal de conciliation qu'il remet à chacune des parties après l'avoir signé avec les parties. Maintenant, il appartient à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente aux fins d'homologation pour que la conciliation là soit homologuée. Donc là, le président du tribunal, si c'est le président du TAC, ou en tout cas la juridiction compétente, il va prendre une ordonnance d'homologation donc pour entériner cette conciliation-là qui a été reçue par le chef traditionnel. Et il peut arriver aussi, lorsque les parties viennent devant lui pour l'homologation, s'il constate que véritablement il n'y a pas eu d'accord donc, entre les deux parties, et donc là, dans ce cas, il peut à son niveau aussi, il peut tenter de faire une conciliation. Dans le cas où ça marche, il dresse procès verbal de conciliation qu'il signe et qu'il remet à chacune des parties. Et ce procès verbal de conciliation-là vaut titre exécutoire. C'est comme une décision de justice. Donc lorsqu'il n'y a pas de conciliation, lorsque le chef traditionnel, dans l'autre hypothèse, dans le cas où il n'arrive pas à réussir la conciliation, il dresse ce qu'on appelle le procès verbal de non-conciliation qu'il transmet à la juridiction compétente. Et donc là, les justiciables vont venir devant nous
donc que ce soit devant les tribunaux d'arrondissement communaux, en tout cas, ou devant le juge coutumier, il va à son niveau, et comme la loi le fait obligation, il va tenter donc de faire une conciliation. Dans le cas où ça marche, donc il dresse procès verbal de conciliation et le litige est éteint. Donc après, il peut faire groussoyer donc le PV de conciliation, c'est-à-dire apposer la formule exécutoire aux fins d'exécution. Donc voilà et ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le pouvoir de conciliation. Donc comme je l'ai dit, et en ce qui concerne les chefs traditionnels, les domaines dans lesquels ils peuvent faire la conciliation, c'est en matière civile, en matière coutumière, comme en matière de divorce, en matière de garde d'enfants, donc tout ça c'est la coutume. Donc en matière de donation d'héritage, donc tout ça, ça relève en tout cas du droit coutumier. Et en matière de transactions foncières, c'est-à-dire des transactions portant sur des immeubles, des terrains qui ne sont pas immatriculés. Donc là, ce sont les domaines dans lesquels les chefs coutumiers peuvent faire la transaction. Vous savez, c'est important de les rappeler parce que dans la plupart des cas, vous savez, ce qui a amené le législateur à instituer la conciliation, c'est que, comme on a coutume de le dire, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Puisque le rôle de la justice coutumière, ce n'est pas de trancher les litiges entre les justiciables. Le rôle, c'est d'abord d'amener les justiciables à trouver un terrain d'entente à conciliation. Le meilleur juge de paix, ce n'est pas celui qui tranche les litiges pour dire que tel a raison, l'autre n'a pas raison. Le meilleur juge de paix, c'est celui qui arrive à amener, c'est celui qui réussit à amener les justiciables à trouver un terrain d'attente. C'est pour ça que conformément à ce jargon-là, selon lequel il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, et c'est pour ça que il faut toujours amener les justiciables à trouver un terrain d'entente. C'est dans les cas exceptionnels où le juge n'arrive pas à amener les parties à trouver un terrain d'entente. À ce temps-là, il sera obligé d'ouvrir un dossier pour aller devant le tribunal et rendre une décision contre laquelle la partie qui n'est pas satisfaite peut interjeter appel. En fait, c'est ça la philosophie qui sous-tend donc ces pouvoirs de conciliation-là en matière coutumière donc des chefs traditionnels et même du juge coutumier. Maintenant, le deuxième aspect, c'est la question du divorce donc, qui se fait au niveau de l'association islamique du Niger. Alors, donc à ce niveau, ce que je voulais apporter comme précision, c'est vrai, dans la pratique, lorsque vous remarquez, vous allez constater que de plus en plus, en tout cas, les justiciables donc, vont vers l'association islamique, soit pour des questions de divorce, et soit pour des questions de garde d'enfants ou même de succession pour régler le problème. Et il nous est arrivé, donc dans beaucoup de cas, de voir des justiciables qui viennent pour dire que, bon, en tout cas, généralement, ce sont des hommes qui viennent pour dire que, au niveau de l'association islamique, donc à leur absence, donc l'association islamique a eu à prononcer le divorce entre lui et sa femme. Peut-être que lui n'a jamais comparé, ou bien on l'a appelé, il n'était pas venu à 2 ou 3 fois. Et bien donc sur cette base-là, on délivre un papier de répudiation ou de divorce. La précision que je voulais apporter à ce niveau, et au stade actuel de notre droit positif, c'est-à-dire à l'état actuel de la législation en vigueur de notre pays, l'association islamique du Niger n'a pas un pouvoir de conciliation. Elle n'a même pas le pouvoir de concilier les parties, à plus forte raison de trancher un litige ou de prononcer un divorce au sein d'un couple. De par la loi, elle n'a pas ce pouvoir-là, même si dans la pratique, elle le font. Et généralement, sur des questions de ce genre, lorsque les justiciables viennent, même si la loi ne l'a pas prévu, rien n'empêche, par exemple, lorsque c'est l'homme qui décide, qui convoque sa femme au niveau de la société islamique pour dire que moi je vais la répudier, rien n'empêche à la société islamique d'aider les maris à établir un papier de répudiation pour dire qu'il répudie sa femme. Mais lorsque, par exemple, la femme convoque son mari au niveau de la société islamique pour un divorce et que le mari dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas prêt à divorcer, le bon sens, la sagesse voudrait que l'association islamique oriente le couple vers la justice pour qu'elle ouvre un dossier et qu'elle rende une décision contre laquelle la partie qui n'est pas contente peut interjeter appel.
Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. On a eu des cas ici où, en tout cas, des hommes viennent pour dire qu'à leur absence, on a prononcé le divorce contre eux. Or, de par la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune disposition de la loi qui donne à l'association islamique le pouvoir de prononcer le divorce, même pas la conciliation. Voilà. Donc, ce que je voudrais, en tout cas à ce niveau, c'est vrai, parce que moi étant membre du comité scientifique de l'ONG HIL, on a eu à faire des propositions pour dire que bon, et rien n'empêche, dans le cadre des réformes à venir, rien n'empêche donc de faire des réformes législatives pour conférer à l'association islamique un pouvoir de conciliation au même titre que les chefs traditionnels. Parce que la population du Niger, 99% comme on l'a dit, elle est musulmane. Et cette population-là, elle va de plus en plus vers l'association islamique. Donc là, pour donner un ancrage légal, une base légale à ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de l'association islamique, il faut faire des réformes. Et pour donner, au même titre que les chefs traditionnels qui ont un pouvoir de conciliation, il faut faire des réformes pour dire que désormais l'association islamique a un pouvoir de conciliation. Et ce pouvoir de conciliation-là, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer en ce sens que on ne doit pas donner un chèque en blanc pour permettre à l'association islamique de pouvoir décider, c'est-à-dire l'encadrement, c'est quoi? Il faudrait exiger à ce que, même lorsqu'il y a une conciliation entre deux parties, au même titre que le chef traditionnel, il faudrait que les justiciables viennent à la justice pour qu'on vérifie donc cette conciliation-là, en tout cas pour qu'on vérifie les termes de l'accord afin d'homologuer ou pas. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette question-là.